Bienvenue, messieurs, mesdames. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de modérer cette table ronde qui est plus qu'une table ronde, c'est un banquet, parce qu'on est beaucoup autour de cette table, avec des gens mobiles. Donc je pense que jusqu'à 20h15, on devrait être ensemble. Vous aurez un quart d'heure avant de pouvoir au théâtre. Voilà. Donc avec une table ronde qui va entremêler différentes choses. On va bien sûr parler de l'exposition qui est actuellement au MIAM, une exposition intitulée Fiction modeste et réalité augmentée, qui présente les activités de l'AS Grand Atelier. Et puis on évoquera aussi, en lien bien sûr avec la programmation de ce soir, le travail de Michel Thévault et ses réflexions avec la publication toute récente, republication des écrits bruts et du langage de la rupture, donc, que vous avez ici aux éditions du Canoë, qui est un livre important qui revient sur un travail de 1978 et 1979, qui a été augmenté par Michel, on reparlera de cela, et puis d'évoquer aussi, je dirais, cette question des territoires qui sont en jeu au MIAM et l'invitation qui a été faite à Anne-Françoise Bouche et Noélie Leroux de faire cette exposition se confond, je dirais, avec beaucoup de bonheur avec cette politique du MIAM, qui est une volonté justement d'entremêler les territoires, que ce soit ceux de l'art brut, ceux de l'art contemporain, ceux des créations populaires, voire ceux du divertissement culturel, qui est un point aussi important, ou encore de l'art commercial, sur lequel on évoquera aussi le travail de Jean-Baptiste Caroland. Alors, je vais quand même tout de suite vous présenter les gens de manière assez institutionnelle, pour que vous sachiez qui est en présence. Donc, d'emblée, les deux commissaires de l'exposition, Anne-Françoise Bouche, qui est commissaire de cette exposition, artiste, créatrice de l'AS Grand Atelier, aventure qui plonge ses racines donc à Vielsam, dans les Ardennes belges au début des années 90, mais qui va surtout, je dirais, prendre ce statut de centre d'art, si on peut le dire, au début des années 2000. Centre d'art au centre d'un laboratoire d'expérimentation artistique, où le collectif et les échanges priment sur les assignations traditionnelles qui verraient d'un côté des auteurs d'art brut qui seraient un petit peu ségrégés du champ social, et puis de l'autre des artistes contemporains marqués, je dirais, au saut des relations professionnelles du monde de l'art. Noélie Leroux, commissaire d'exposition, qui est un ancien chargé d'exposition à la Maison Rouge à Paris, où il a fait ses classes, on va dire, et puis qui a fait de très belles expositions, notamment des expositions qui étaient consacrées au travail de Chaya Stoichka, j'ai réussi, à Constable Malmö et à la Reina Sofia, notamment à Madrid, qui a travaillé avec différents artistes, Stéphane Tidé et bien d'autres, et actuellement tu es aussi commissaire d'une exposition qui s'appelle Traverser la nuit, qui est une exposition qui a lieu au Portugal, pour la saison France-Portugal, dans un lieu qui s'appelle le MAT, à Lisbonne, avec des œuvres de la collection Antoine de Galbert. Monsieur Pimpan, toujours dans cette aventure de l'AS Grand Atelier, artiste multitâche, j'ai envie de dire, dessinateur principalement, qui ferait des voies d'expérimentation du dessin, qui vont de la feuille de papier à la réalité virtuelle, avec aussi une forme d'incarnation graphique dans l'espace. On voit dans l'exposition avec tout un travail autour de l'imprimante 3D qu'avait initié ses collaborations avec la l'AS Grand Atelier, qui est passeur, notamment à l'ERG, l'école de recherche graphique en Belgique, où l'expérimentation artistique est au cœur d'un projet d'émancipation qui excède le seul champ de la création, je crois. Peut-être que tu reviendras là-dessus. Et aussi le fondateur du ministère des Arts Populaires, c'est important, je le dis quand même si il a été destitué et le ministère a été dissous.
Alors, avant la destitution Hervé Di Rosa, je ne sais pas si on est présent quand on est là, mais artiste, fondateur du MIAM, du Musée international des arts modestes, passionné des cultures populaires, qui met sur un même plan des territoires de l'art, dont je parlais tout à l'heure, avec cette œuvre notamment, qui est derrière nous. Et à côté de Hervé, Jean-Baptiste Caro-Bolante, qui est chercheur, théoricien, enseignant, qui travaille sur l'art et l'image, qui vit en Belgique, donc aussi quelqu'un un regard étranger sur la question de la belgitude dont il est aussi question au sein de cette exposition, ce regard français aussi que tu portes là-dessus, on en reviendra peut-être. Tu as fait une thèse qui est dédiée aux cultures populaires finalement, parce que tu prenais le cinéma d'horreur pour penser le statut des images spectrales au sein du cinéma d'horreur. Et donc tu enseignes à l'École supérieure d'art du Nord à Dunkerque et à la Cambre à Bruxelles, donc là aussi dans ce travail de passeur. Et puis Michel Thévaux, qui pardon, Françoise Adamsbaum, ça commence, mais c'est ça le banquet, le problème de banquet en fait, c'est qu'il y a beaucoup de monde, de Françoise Adamsbaum qui nous accueille ici aussi au MIAM, qui est directrice des lieux, et puis tu reviendras peut-être aussi sur la question de la programmation et de cette présence de l'AS, et donc Michel Thévaux, historien de l'art, qui nous fait le plaisir d'être venu de Lausanne, essayiste, premier directeur de la collection de l'art brut à Lausanne, avec cette ouverture au public en 1976 que tu avais piloté, auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont tu viens de dire qu'ils sont consacrés au phénomène borderline, qui vont de l'académisme, considéré comme phénomène borderline, à l'art brut bien évidemment, partant de Louis Souter et se baladant jusqu'à la perruque de Warhol. Et donc, cette publication aussi importante, qui est celle de ces écrits bruts, qui ont d'ailleurs été publiés avec le concours de la Fondation Antoine de Galder, et qui font écho, bien sûr, avec ce qui va se passer ce soir au théâtre, parce que Jacqueline, cette pièce d'Olivier Martin-Salvant, je dirais, est générée aussi par ces écrits bruts, je ne sais pas où il est, voilà, générée, prend source, prend racine aussi sur ce recueil important de la fin des années 70, donc c'est une belle mise en résonance aussi que cette présence de Michel en lien avec la présentation de Jacqueline ce soir. Alors, comment on commence? Là, je dirais peut-être juste, François, si tu veux dire un mot, ou Hervé, de cette place, de cette exposition à la programmation du MIAM. Je pense que c'est Je vais laisser la place à Françoise, parce que je dois reconnaître que c'est elle qui m'a apporté cette exposition, ce projet. Moi, j'avais un projet tout à fait différent, mais complètement différent. Et en fait, il se transformait grâce à Anne-Françoise et à Noélie, et surtout à Françoise. Et elle m'a convaincu de faire un focus réellement, parce que l'exposition pourrait pu être plus large, hein, ce genre d'expression, mais elle m'a convaincu de faire un focus sur la S. La S, que nous avions exposé pas mal d'artistes depuis au moins 15 ans, puisque la première Pascal Sauman, qui était le commissaire d'exposition Kitsch Catch, l'exposition Elvis aussi, etc., dans les années 2000, on avait imposé quelques artistes. Donc voilà, c'était un compagnonnage depuis longtemps, pas qu'il y avait Paquito aussi, dans les expositions que Paquito, les deux expositions que Paquito a fait au MIAM, 2 expositions et demie qu'il a fait au MIAM, parce qu'il y en a un cours. Voilà, donc c'est une ancienne contact. Mais c'est vrai que on va laisser parler Françoise parce qu'elle m'a convaincu, et c'est vrai que nous, on est un centre d'art pas comme les autres, parce que le mot musée, vous avez toujours compris que c'était juste pour faire le jeu de mots MIAM, c'est loin d'être un musée. D'ailleurs, ça n'en a pas le fonctionnement, puisqu'on n'est pas sur la réunion des musées nationaux, etc. Le fonctionnement d'un centre d'art, c'est un centre d'art très particulier. Et justement, la S, pour moi, c'est un centre d'art. C'est un centre d'art, c'est pas qu'une école, c'est pas qu'un lieu de résidence, c'est vraiment un centre d'art d'un nouveau genre, que dans l'art contemporain, beaucoup de gens essaient de faire. Et je ne trouve pas avec autant de succès et autant d'énergie et de choses extraordinaires qui en sortent. Et quant à ce qui est du handicap, je sais qu'elle ne va pas en parler, moi non plus. Et je me faisais une réflexion, en fait, c'est pas qu'on veut présenter des artistes en tant qu'artistes sans savoir ce qui sont, etc. Mais moi je pense que tous les artistes sont handicapés. Moi par exemple, mon handicap c'est que je ne le fais pas voir. Mais je pense que pour être artiste, il y a une truc d'hypersensibilité qui fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil que les autres, même l'artiste très mainstream, l'artiste très, très reconnu. Et c'est cette liaison qui m'intéressait de faire,
Et je me suis aperçu que depuis 30 ans, c'est ce qu'elle fait, puisqu'elle invite des artistes contemporains, des techniciens, des professeurs d'art, des créateurs de toutes sortes, et qui ne viennent pas être des professeurs, qui viennent vraiment croiser leur savoir et leur expérience, parce que je pense que ça leur apporte autant à eux qu'aux jeunes, qu'aux artistes qui sont en résidence à l'AS. Je vais laisser la parole à François, sinon ça va faire 2 heures. La genèse, Hervé vous en a parlé, c'est Pascal Sommade et moi-même, on connaît Anne-Françoise et les œuvres de l'AS depuis longtemps. Donc quand Anne-Françoise est venue me parler de ce projet, qu'elle avait envie d'exposer l'AS au MIAM, sachant que l'AS défend un art exigeant, collaboratif et expérimental, bon, il y avait tous les critères, on pouvait tout cocher pour que ça soit un projet très très pertinent pour le MIAM. Et moi, ce que je voulais aussi, c'est qu'il n'y ait pas forcément que l'AS à 120%, mais aussi d'autres choses qui viennent ponctuer ce parcours. Et aussi un autre regard, c'est pour ça que j'ai demandé à Noélie Leroux, que je connaissais depuis la Maison Rouge, de venir travailler en binôme avec Anne-Françoise, je crois que ça s'est très bien passé, pour apporter un regard, des artistes en plus, une scénographie aussi qui est assez atypique, je dirais, pour le MIAM. On a l'habitude de voir ce musée-là toujours très très rempli, et qui est aussi atypique souvent quand on expose de l'art brut. Souvent on a tendance un petit peu à remplir. Et voilà, j'aime beaucoup cette scénographie un peu minimale qu'ils ont choisie. Et puis voilà, donc une fois qu'on avait trouvé ce tandem de commissaires, il suffisait presque que de faire confiance. Et ça a roulé. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Merci. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au MIAM régulièrement, quand les commissaires sont en charge d'une exposition. Oui, il y a des fois des choses qui ne me plaisent pas. Hein. Sur 22 ans, on a fait 60 expositions. Je ne peux pas dire que tous les artistes qui ont été exposés, il doit y en avoir plus de 900. Je ne peux pas dire que j'aime tout. Mais c'est que des artistes estimables en tout cas. Et c'est au-delà des goûts, le MIAM. C'est pour ça que quand le commissaire est choisi, il y a une confiance totale. Alors après, bien sûr, l'histoire de faisabilité de certaines choses. Mais à part ça, je pense qu'ils ont eu la liberté entière et totale. Et cette exposition a été pour moi une surprise de l'avoir finie, parce que je n'ai pas assisté au montage de tout ça. Ça a été vraiment une très agréable surprise. Où on voit, et c'est ça aussi, on a pas mal exposé de ce qu'on appelle l'art brut, l'art singulier au MIAM. Mais là, c'était quelque chose de particulier qui me plaisait beaucoup. C'était de nouveaux médiums que le papier, le crayon de couleur, la peinture, etc. Et c'est ce qui m'a intéressé le plus dans cette exposition, c'est ces nouveaux médiums que vous utilisez, la réalité virtuelle, l'ordinateur, l'animation. Et ça, je dois dire que ça m'a vraiment fasciné. Alors peut-être on va d'emblée aussi vous donner la parole, peut-être seulement pour situer cette démarche qui est celle de l'AS, de manière brève, si on peut le faire, parce que c'est une histoire, non mais c'est une histoire au long cours quand même, ça fait plus de 20 ans que cette histoire est en chemin. Donc voilà, je pense notamment, vu qu'on parle de questions de territoire, peut-être juste de situer, parce que l'exposition elle commence d'ailleurs avec cette question de territorialiser la chose, parce que sur la droite dans le couloir, quand vous rentrez, vous avez cette série de photos comme ça qui ancrent vraiment les choses au regard de ces Ardennes belges. Oui, c'est vrai que c'était important pour nous de nous raccrocher au lieu dans lequel on était invité. Et on sait que la notion de territoire est vraiment chère à Hervé. Et du coup, bon, c'est vrai que l'AS Grand Atelier est situé donc dans un village ardennais perdu dans des grandes forêts. Et donc on voulait situer vraiment d'abord ce territoire géographique, puisque c'est quand même pas fréquent de trouver des centres d'art dans un lieu aussi paumé dans la campagne. Et puis après, il y avait dans ce territoire qui est quand même marqué aussi par la bataille des Ardennes, qui a une histoire assez chargée. Et nous, on est en plus hébergés dans une ancienne caserne militaire. Donc c'est pas anodin. Et c'est vrai que ce territoire et cette situation particulière a complètement conditionné l'évolution de ce projet. Le fait d'être isolé à la campagne, c'est ça aussi qui a fait qu'on a voulu inviter des gens très rapidement. Quand j'ai commencé le projet de l'AS il y a 30 ans, c'est vrai que j'étais moi très jeune, j'avais peu d'expérience. J'ai vite compris que j'allais trouver mes limites très rapidement et que ça allait être très compliqué de me nourrir et surtout de nourrir les artistes. Donc voilà, la rencontre, le partage, l'envie de collaborer, l'envie de s'ouvrir aux autres a été très très rapide.
Et puis à partir de cette notion de territoire, on a aussi réfléchi au territoire plutôt sociologique, avec cette particularité qu'on accueille des artistes qui ont une déficience mentale. Et voilà, après d'avoir aussi mis en lumière aussi cette particularité d'inviter des artistes contemporains et de mettre en place ces projets de mixité, de rencontres d'artistes. Et comme l'a très bien dit Hervé, depuis le début, ça n'a jamais été une idée de faire venir des artistes qui avaient un savoir et qui seraient venus apporter leur savoir à d'autres artistes qui seraient envisagés, eux, comme justement juste déficients. L'idée, c'était vraiment d'être dans une forme d'échange de pratiques, échange d'expériences. D'ailleurs, on a souvent parlé d'échange de langage, avec le langage d'un artiste qui rencontre celui d'un autre et qui en crée un troisième inédit et qui est issu réellement de cette rencontre. Véridique aime bien de me laisser parler. C'est pas un gros parleur. Il y a une chose aussi, ce qu'il faut saisir dans cette question, ce que tu me racontais aussi, c'était finalement qu'il y avait une forme de relégation de ce lieu. Relégation parce que lieu de différence, lieu de déficience, en tout cas indiqué comme tel, et que tout l'enjeu c'était à la fois, je dirais, le malheur de cette affaire, et en même temps la grande chance, quoi. C'est-à-dire que cette forme d'isolement social, qui est celui de rejeter ce type d'institution, je dirais, aux franges des villes ou carrément dans la brousse, tu as su retourner un petit peu la chose pour faire un lieu d'aller-retour. Oui, c'est vrai que c'est très particulier parce qu'en fait, donc Vielsalm, c'est un village, c'est un village qui est très très étendu, il y a 7500 habitants, mais vraiment, il faut plus d'un quart d'heure pour traverser toute la commune en voiture. Ah. Et, oui, pardon. Non, c'est un territoire très étendu dans lequel, depuis le début des années 60, il y a eu une prise en charge du handicap. Alors il faut savoir aussi qu'en Belgique, la prise en charge du handicap est très séparée de la prise en charge de la maladie mentale. Il y a vraiment des institutions spécifiques pour le handicap mental, et Vielsalm a commencé avec un atelier protégé, et puis ensuite, d'abord c'était une école, et ensuite un atelier protégé, puis des hébergements. Tout ça s'est construit autour de la prise en charge du handicap, et à 10 km, il y a un gros hôpital psychiatrique qui lui a plus de 150 ans, qu'on appelait d'ailleurs, quand j'étais enfant, on appelait ça la colonie, donc ça veut quand même dire beaucoup. Ils étaient relégués aussi à la campagne, et placés dans des fermes. Et donc c'est pas anodin, parce qu'à la fois, c'est vrai qu'il fallait mettre toutes ces personnes en dehors des grandes villes, et au niveau du handicap mental, il y a aussi le fait qu'il y avait beaucoup de consanguinité depuis des siècles, et qu'il y avait plus de personnes avec une déficience mentale dans les campagnes. Je pense que ça, c'est la même chose en France. Donc c'est vrai que ce sont des lieux assez particuliers, mais effectivement, ça nous a quand même servi, dans le sens où, j'ai su qu'au moment où on a demandé nos premières subventions au ministère de la Culture à Bruxelles, on me disait, mais c'est où Vielsalm? Donc ils regardaient sur la carte, ah oui, ok, t'es dans le no man's land culturel, entre Liège et Luxembourg. Et du coup, oui, il n'y a rien. Alors du coup, ils ont été quand même plus enclins à nous aider, puisqu'il n'y avait rien, et qu'ils pouvaient mettre un petit truc sur la carte pour dire, voilà, on va soutenir aussi ce projet. Donc c'est vrai que tout cet environnement, finalement, a construit vraiment le projet de l'AS, je pense. Peut-être Michel, par rapport à cette question de territoire, je dirais, si tu es là aussi, c'est parce que sur cette question de la route, bien évidemment, je dirais que ça fait 50 ans en fait, que tu travailles sur ces questions, que tu les réfléchis, que tu y penses, et puis que tu es un acteur majeur de toute cette histoire. On parlait ce matin de la question de la nécessité aussi d'historiciser tout ce qui relève de l'art brut. Mais tu écrivais lorsque tu as republié l'art brut de 1975, quand tu l'as republié en 2016, tu parlais avec assez de jubilation, me semble-t-il, la question de la nécessité de déterritorialiser l'art brut. C'est-à-dire de le déplacer, en fait, de le reconfigurer, semble-t-il. Je ne sais pas quelle est ton appréhension de l'exposition, c'est peut-être pas vraiment le lieu de parler de cela, mais est-ce que tu peux nous dire quelque chose justement aussi de ce changement aussi global qui s'est opéré dans ce monde de l'art brut, avec ces déplacements qui se font en termes de médium, en termes de réception, en termes
de regard aussi qui sont portés à la fois sur les ouvrages qui peuvent être annexés à l'art brut, mais aussi sur les auteurs finalement et les autrices de l'art brut. Oui, effectivement, on peut avoir une réaction assez partagée, très problématique à l'égard de cette exposition, qui d'ailleurs ressort des discours qu'on vient d'entendre. On a beaucoup parlé du territoire, on a beaucoup insisté sur cet ancrage, cette régionalisation des différentes tendances, et en même temps tu viens de parler de déterritorialisation. Cette ambiguïté, elle est d'ailleurs très spectaculairement mise en évidence. Hervé, il aime bien faire des cartes de géographie comme ça. Et c'est en tant qu'artiste, il dit beaucoup plus de choses qu'on peut dire par les mots. C'est-à-dire en tant qu'artiste, il montre bien l'ambivalence de ces choses-là. C'est-à-dire, effectivement, il y a une quantité de tendances diverses dont Hervé fait bien le recensement en géographe scrupuleux, etc. Puis c'est très ironique en même temps, c'est une dérision de toutes ces mises en catégorie, de ces tiroirs, de ces histoires de l'art recenseuses, classificatrices, etc. Donc on peut, d'une certaine manière, jubiler devant le fait qu'on oublie les catégories, on est dans la grande confrontation de multiples tendances, et se rire des théoriciens. Suivez-moi, enfin non, je vais me regarder chaque fois qu'on s'en prend comme ça aux théories, aux classifications intellectuelles, etc., on se rend toujours très populaire, sinon très populiste. Et c'est là peut-être qu'il y a l'autre regard inverse. C'est d'ailleurs Lacan qui disait c'est à son anti-intellectualisme que, assurément, on reconnaît une crapule. Et effectivement, il faut faire attention de ne pas non plus reléguer tout le travail qui a été fait de recensement, à commencer par Dubuffet. Alors, c'est vrai qu'au départ, quand on revient historiquement sur la position première et peut-être assez obstinée de Dubuffet, qui était une position d'orthodoxie, à savoir il fallait éviter la confusion, il fallait reconnaître qu'il y avait des auteurs d'art brut de forte tête, des refuseurs, des personnalités aussi fortes, peut-être même plus que dans le domaine culturel. Donc cela, Dubuffet avait vraiment à cœur de bien définir, de bien déterminer, d'éviter toute confusion, d'éviter. Alors c'est la raison pour laquelle il a été le premier à faire la distinction entre l'art brut proprement dit et ce qu'il a appelé neuve invention, etc. Donc tout ce travail a été nécessaire quand même, dans un premier temps. Il y a toujours un premier temps d'orthodoxie. Marx, Freud, leur gros travail initial a toujours été de s'en prendre à ceux qui essayaient de détourner, d'assimiler, de réintégrer les choses. Donc ce travail, il faut le reconnaître. Donc c'est ce qu'il y a d'intéressant dans cette exposition, c'est que maintenant on en est venu au temps où ces définitions sont acquises, ce travail a été fait. Si on peut se permettre maintenant de confronter les choses, c'est justement parce qu'il n'y a plus de confusion à avoir, à savoir il y a de l'art brut, il y a de l'art plus largement outside, il y a du street art, enfin, il y a toutes ces différentes tendances recensées par Hervé, et grâce à ce travail, on peut maintenant avancer et se dire, et prendre conscience du grand déplacement, effectivement. C'est-à-dire que ce qui était notre... enfin, j'aimerais pas trop allonger, mais une certaine idolâtrie du grand artiste, idolâtrie qui s'était seulement transférée des artistes de l'histoire de l'art aux grandes têtes de l'art brut, à Aloïse Wölfli, etc. Cette idolâtrie, maintenant, elle est devenue désuète. Il y a un déplacement de l'art. Heureusement, la disparition de ces grandes têtes est compensée avantageusement par quelque chose comme une collectivisation, un plus grand pluralisme.
et qui fait qu'on est moins idolâtre, mais on n'est plus collectif, c'est sûr. Mais enfin, c'est des problèmes sur lesquels on pourrait revenir. On va rebondir peut-être justement principalement sur ce que tu nommes la collectivisation ici forcenée qui existe aujourd'hui, parce que sur ce travail-là qui est présenté, hein, d'ailleurs qui est vraiment un process, moi, ce qui m'a beaucoup étonné aussi en regardant l'exposition, c'est qu'il y a plein d'œuvres qui sont en cours. C'est-à-dire, et on a l'impression que c'est ça aussi, ce que vous présentez aussi, c'est une dynamique, quoi. C'est quelque chose de l'ordre que sont ces dynamiques entre différents artistes qui ont différentes pathologies, différents handicaps, comme Hervé Salogoré par exemple. Donc là, l'idée, j'aimerais bien peut-être écouter M. Pimpan sur cette question, parce que voilà, toi tu es un artiste qui est en collaboration avec l'AS, et je crois que les différentes formes d'ailleurs que prenne ton travail sont souvent dans le champ de cette question du collectif, au-delà des assignations, parce que ça c'est un point important. Il y a Paquito Bolino aussi qui est dans la salle, qui dira peut-être un mot là-dessus, mais je t'ai écouté la semaine dernière à Strasbourg parler de ta collaboration avec Pascal. Mais je pense que la première parole, c'est celle aussi des artistes vis-à-vis de ce travail qui se rendent à l'AS, mais aussi en sens inverse, parce que ça c'est un point aussi très important, c'est que les artistes de l'AS vont ailleurs et vont faire des résidences ailleurs. Donc on est là dans quelque chose qui est de l'ordre d'un échange un peu en continu, un travail du collectif. Il y a encore une autre question du coup. Un travail du collectif. Ouais, ok. Pour revenir sur ça, ouais, un des premiers trucs par exemple qui m'avait tenu à cœur de faire en tant que professeur à l'ARC, c'était d'initier cette collaboration avec l'AS en fait, dans les deux sens, quoi. Cette notion d'inviter pendant une semaine une poignée d'artistes de l'AS avec une poignée d'animateurs, et souvent on fait une grosse émission avec l'Artivie dans un théâtre, quoi. Et je me rappelle d'ailleurs cette conférence incroyable de Anne-Françoise avec Fifi qui faisait du stand-up juste à côté et qui... c'est visible, hein. Je vous encourage à regarder ça. Moi, c'était ta meilleure conférence, Anne-Françoise. J'ai souffert, hein. J'ai lu. Et donc, ouais, de les inviter et en retour d'envoyer une dizaine d'étudiants et étudiantes à moi en résidence à l'AS, en fait, parce que ce rapport au collectif, j'utilise les termes, je le trouve essentiel. Moi, je sais qu'il m'a transformé, en fait. Je crois que c'est depuis 2014 qu'on bosse ensemble, 2015, je sais plus trop, où on s'était rencontrés à Rennes. Et le travail avec l'AS, ça m'a pas mal transformé. J'ai arrêté tout mon travail qui était plus ou moins dans l'industrie, ou dans... Enfin, quand je dis industrie, c'est au sens assez large, quoi, mais... Et ça m'a remis un petit peu les idées en place. Et je me rends compte que quand les étudiants et étudiantes vont là-bas, ça fait le même effet choc. Donc, ouais, ce rapport au collectif, je trouve incroyable. Mais je ne sais pas sur quoi tu... En fait, non, c'est aussi... ça me fait penser, en rebond aussi par rapport à ce que disait Michel, sur la question de réhistoriciser cette question de la rue et des assignations, etc., avec ce travail qui a été fait. Mais Buffet, il parlait dans la fiction de culture, qui est sans doute pas le plus beau de ses textes, je dirais, tant il est pétri aussi de quelque chose, du phrasé idéologique, c'est un pamphlet en quelque sorte, mais il disait qu'il fallait faire des instituts de déculturation pour bien se desserrer en quelque sorte. Je dis pas que l'AS c'est ça, bien évidemment, mais toi tu parles d'école quand tu es en relation avec cette question de l'AS. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose en tant qu'artiste quand tu vas à l'AS? C'est comme si tu allais à l'école? J'aime bien en fait mettre la lumière sur le côté pédagogique de l'AS. On avait une discussion hier avec un avis là-dessus. Bon, il y a deux types de public chez les résidents de l'AS. On pourrait dire qu'il y a ces personnes comme Eric, Joseph, des gens qui sont vraiment ancrés dans leur travail et qui ne vont pas forcément rentrer en discussion avec des gens, avec des artistes contemporains qui viennent, mais qui sont un peu les doyens, les boss, quoi, on pourrait dire. Et d'un autre côté, tu as des gens comme Boujiki, comme Sarah, enfin beaucoup de gens en fait, où on sent très fort le travail évoluer, quoi. C'est assez génial de voir dans les archives, sur l'espace de 5 ou 10 ans, l'évolution graphique de ces gens-là, quoi. Je me rappelle, Sarah, elle est arrivée il y a 5 ans, je crois, 4 ans.
Moi, j'ai plus trop la mémoire des dates, oui, je pense. Ouais. C'est hallucinant de voir l'évolution de son travail, quoi. Et quand je parle d'école, évidemment, c'est pas la vision où t'as envie de vomir quand t'es petit et t'as peur d'aller à l'école, hein. C'est pas ça. Pour moi, c'est une sorte de jouissance d'être dans un collectif, de pouvoir d'avoir l'humilité de se dire qu'on est là pour apprendre, quoi. Donc c'est vrai que j'ai une vision très très positive de l'école, et en tant que professeur, j'essaye d'incarner ce truc-là, et avec pas mal de protocoles, genre les auto-évaluations, le fait de faire confiance, le fait de mettre en place des dispositifs d'autonomie, etc. etc. Et l'AS, pour moi, c'est un peu ça, en fait. Donc, je sais qu'à proprement parler, c'est pas une école, mais j'aime bien voir ça sous cet angle-là, quoi. Et après, on a un petit peu des discussions, des fois, pour faire un master européen avec Anne-Françoise sur ce truc de... Moi, j'aimerais bien que mes potes triso, ils viennent en master chez moi, quoi. Mais c'est pas forcément... Pologne, je suis sûr qu'ils sont pas encore au courant, mais on va essayer de faire un truc. Pour rebondir aussi sur ce que Michel disait, je trouve c'est très intéressant quand tu dis que le travail de recensement a été fait par du buffet. Enfin, toute cette histoire, on la porte en nous. Et c'est vrai que maintenant, moi, je me sens beaucoup plus libérée aussi pour faire les expos comme celle qu'on a fait ici au Miam. C'est vrai que moi, je connaissais pas du tout l'art brut avant de démarrer mon travail. J'ai découvert ça, j'ai été fascinée par l'art brut et par tout le travail. Et évidemment, du buffet a fait en sorte qu'on puisse enfin mettre en lumière le travail de ces personnes marginalisées. Et moi, je ramène toujours ça au fait que moi, j'ai été engagée pour m'occuper d'êtres humains qui sont fragilisés par un handicap. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, doit toujours rester en ligne de mire. De se dire, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à faire la mixité, il y a quand même pas mal de gens dans la rue qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire là, c'est n'importe quoi, tu vas pervertir. » J'y répondais qui, le bon sauvage. Moi, j'ai pas été engagée pour enfermer les gens et les faire produire des œuvres de manière obsessionnelle. J'ai été engagée pour accompagner ces personnes fragilisées et leur donner toutes les possibilités possibles de s'exprimer, de découvrir un langage qui leur permettrait de mieux vivre et de mieux se positionner par rapport à cette vie qui est quand même une vie difficile quand on a un handicap mental. Et moi, je les représente toujours comme étant des personnes qui ont des compétences, qui ont un talent, mais avec ça autour d'eux, avec un tas d'obstacles dus à leur handicap. Et je pense que mon rôle, c'est de faire tomber ces obstacles pour qu'ils puissent aller le plus loin possible dans leur création. Et donc, c'est vrai que ça ne m'a jamais quittée. Je me suis dit, ben voilà, moi, je ne vais pas les enfermer, c'est pas possible. Et comme en plus, pour venir au territoire, on était isolés, on n'avait pas de structure culturelle, on n'avait pas de possibilité de rencontre. J'ai voulu vraiment ouvrir toutes les possibilités de rencontrer, parce que la rencontre et le partage avec d'autres êtres humains, c'est un droit fondamental. Donc de quel droit, moi, j'allais les priver de ça? Et puis comme on a hérité de cette caserne, on avait de l'espace, et finalement, on s'est dit pourquoi pas inviter les gens à venir chez nous, et c'est comme ça que la mixité s'est mise en place. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a, comme tu disais, on a des artistes qui n'ont jamais voulu collaborer, et c'est les premiers qui sont rentrés dans la collection de l'art brut. Évidemment, c'est des gens qui avaient leur création, qui se suffisaient à eux-mêmes avec leur propre création. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux pour moi qu'ils puissent rentrer dans la collection de l'art brut. Parce qu'en effet, j'ai pas envie de tuer le père et de renier tout ce travail qui a été fait, d'ailleurs, qui est ancré dans le XXe siècle, avec un contexte tout à fait particulier de l'époque. Mais sans tout ce travail qui a été fait, tout le travail de ces chercheurs et de ces intellectuels que je ne suis pas, on n'en serait pas là. Et nous, on ne pourrait pas profiter de tout ce qui a été fait. Donc moi, j'ai jamais voulu me positionner contre quelque chose, ni contre l'art brut, ni contre l'art contemporain non plus. Mais voilà, maintenant c'est vrai que je trouve qu'à notre époque, on a effectivement, les choses sont posées, le travail a été fait, la légitimité de l'art brut est vraiment maintenant acceptée partout, elle n'est plus à remettre en cause nulle part. Et donc ça nous libère aussi, je pense, pour avancer vers d'autres choses, en respectant ce qui a été fait et en expérimentant pour continuer à défendre ces artistes
C'est vrai que le projet de l'AS, pour moi, n'est pas un projet uniquement artistique, c'est un projet humain et artistique. Et c'est pas plus l'un que l'autre. C'est toujours, il y a la balance entre les deux, tout le temps. Et voilà, le fait de collaborer justement avec l'ERG, ça a été vraiment quelque chose de fabuleux, parce c'est une école vraiment qui justement a le même état d'esprit. On a en plus, avec la directrice de l'ERG, avec laquelle on échange souvent, on a les mêmes visions de la manière de diriger ces lieux. Et je trouve que c'est un enrichissement vraiment incroyable. Michel, tu voulais réagir? Oui, parce que ce que Anne-Françoise vient de dire me rappelle une réaction de Dubuffet il y a maintenant une quarantaine d'années, c'était dans les années 80. Lui, Dubuffet, qui était en train donc de promouvoir l'art, comme on l'a dit, on lui a apporté des travaux issus, je ne sais pas si ça existe encore, ça s'appelait le CAT, le Centre d'aide par le travail à Paris, qui était un centre préfigurateur d'ailleurs, où vraiment le centre il en sortait, c'était des travaux de handicapés, de déficients mentaux, physiques, et travaux étonnants. Et Dubuffet a été un peu décontenancé par cela, parce que lui qui soutenait encore une fois ces fortes personnalités, ces grands auteurs d'art brut, de voir venir d'un atelier avec cette mixité dont elle vient de parler, des travaux réellement d'importance, sa réaction, ça a été de dire « la mariée est trop belle ». Je me souviens de la mariée est trop belle. Il était un peu dérouté par le fait qu'une production puisse procéder de personnes dans un travail collectif avec des animateurs qui les encourageaient, des échanges et comme cela. Et c'était peut-être le signe quand même d'une heureuse évolution historique d'ailleurs. Dubuffet était peut-être lui-même dépassé par un phénomène nouveau. Et ce phénomène, moi j'y reviens, c'est peut-être, c'est un déplacement peut-être même plus général que celui qui concerne nos territoires, là proprement dit, à savoir, on pensait que Dieu était mort, mais Dieu s'est métempsychosé dans des demi-dieux qu'ont été longtemps les grands artistes, devant lesquels on s'agenouille, qui sont dans les musées, etc. Ces grands artistes, eh bien, on les idolâtre, on leur porte peut-être, on personnalise beaucoup trop une créativité qui n'est pas tellement individualisée que cela, n'est-ce pas? Donc, il y a cette espèce de transfert aujourd'hui, peut-être qu'on n'a plus aujourd'hui de Andy Warhol, de Picasso, de Wölfli, d'Aloïse, mais peut-être que la créativité, heureusement, s'est déplacée. Et elle s'est déplacée dans le sens où ça me rappelle un graffiti de mai 68 qui peut être plus éloquent que la fiction de culture dont tu parles et que tu déplores un peu, ce slogan qui disait « L'art naîtra quand le dernier artiste sera mort ». Ça veut dire on en a marre de ces grands génies devant lesquels on doit s'agenouiller, etc. L'art, il doit se diffuser davantage, il faut moins le personnaliser. Il vient d'un échange de collectifs comme cela. Qui sont les artistes dans des travaux comme ça? On a envie parfois même de renverser les choses. Il y a peut-être des exécutants qui sont... bref, toutes ces individualisations idolâtres sont en train de se désintégrer pour une forme nouvelle qui se manifeste aussi dans les rues, n'est-ce pas? Le graphisme, les graffitis souvent devant des galeries d'art contemporain bien décevantes avec les éternelles installations, etc. On sort de la galerie et qu'est-ce qu'on voit? Des graphes qui sont beaucoup plus inventifs et qui sont pourchassés par la police, alors que les œuvres qu'on voyait à l'étage au-dessus coûtent des millions. Donc là, il y a un renversement très heureux et on assiste à cela. Et je crois que dans cette mariée dont parlait Dubuffet, on a un peu l'étonnement du grand théoricien lui-même devant un phénomène historique nouveau. C'est pour ça que le Musée international des arts modestes a existé. C'est parce que Dubuffet s'est arrêté quelque part pour moi. Et ses écrits ont été ma base théorique quasiment unique, quoi. Et je trouve que c'était quand même un homme du début du XXe siècle. Il n'aimait pas la science-fiction, les romans policiers, la bande dessinée, tout ça. Il ne parle jamais de tout ça, de tous ces autres territoires.
Et même, parce qu'il y a beaucoup de marge dans l'expression, dans les productions artistiques encore aujourd'hui. Même dans l'art contemporain, il y a des marges. Et le MIAM, il est là pour ça, il est là pour faire voir, déjà de faire un travail collectif. C'était l'idée de ne pas être tout seul dans mon atelier tout le temps, parce que l'artiste il est tout seul dans son atelier, avec aujourd'hui près de 50 assistants des fois. Mais, normalement, on est tout seul dans son atelier, et c'est vrai que pour moi, le MIAM, c'est une manière, comme quand je vais travailler les artisans, le MIAM, c'est une manière de travailler avec les autres. D'ailleurs, Françoise en est témoin, le conseil d'administration auquel elle participait, parce qu'elle est directrice, elle y était depuis des années, on prend les décisions ensemble. C'est pas moi qui dis je veux faire cette exposition et puis basta. Ça n'existe pas. Ça, voilà. Donc c'est vraiment un travail collectif. Ce travail collectif-là, il a pu se faire grâce justement à toutes nos recherches, Michel, pas seulement des recherches du Buffet, mais tout ce que vous avez fait en termes de muséographie, d'édition et tout ça, c'est là-dessus. Pour aller plus loin, en fait, moi ce qui m'intéressait, c'est le MIAM d'expérimenter d'autres territoires, d'aller vers d'autres territoires et d'autres manières de faire. Donc on en parlera après, parce que ça va au-delà même de ce qu'on parle de création, justement, création pure. C'est vrai que dans l'art brut, ce qui me gênait parfois, c'est justement cette rigueur qui est compréhensible, qui est compréhensible, mais qui me gêne parce qu'il y a tellement d'autres choses qui sont intéressantes et qui sont impures. Nous, le MIAM, c'est vraiment le musée de l'impur, en fait. C'est le musée du mélange, de l'impur, de la créolisation des choses. Voilà, c'est différent du musée de l'art brut, mais le musée de l'art brut et l'art brut ont été indispensables. Sans ça, je pense que le MIAM n'existerait pas. Je peux faire le dire. Peut-être aussi en revenant sur cette question de la S, vous insistez alors est-ce que c'est le fait de venir ici en France, de se déplacer aussi en France par rapport à ça, mais vous insistez dans le catalogue et aussi dans cette exposition sur cette notion de belgitude qui est revendiquée, quoi. C'est quand même une chose importante. Du coup, en me baladant, alors je pensais à cette histoire d'art brut et puis je me disais mais la Belgique, il y a ce mouvement différent dès les années 80-90 avec ce qui se passait avec Karine Foll, ce art en marge qui devient art et marge, cette volonté finalement aussi de se méfier de la différence, qui était quand même un critère important. D'ailleurs, Michel, tu as beaucoup écrit sur cette notion de différence, mais comme s'il y avait une possibilité ici de redistribuer les choses autrement. Et puis il y a ce terme d'expérimental. Et ça, c'est vraiment un terme en termes d'histoire de l'art belge. C'est vraiment un terme important, quoi. 48, là, au moment du Buffet des Lyres, il y a la première exposition d'art expérimental qui est faite au Stedelijk Museum d'Amsterdam, qui est portée notamment par des artistes belges, quoi, au travers de l'expérience de Cobra. Et puis, je ne sais pas, là, qui se joue aussi à l'air, je suis allé un petit peu regarder autour de ça. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'une belgitude, alors je reprends votre terme, mais il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de cette relation à l'art expérimental qui est consciente. Je te vois opiner peut-être, Monsieur Pimpan. C'est quoi la question? Expérimental, ok. 20 minutes. Le truc, c'est qu'il n'est pas belge. Hein. Ouais, voilà, j'essaie de le dire. Est-ce qu'il est lillois? Par exemple, avec mon collègue Alexander Chello, qui est aussi dans l'exposition, mon binôme à l'école, on part du principe qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et on l'explique d'emblée aux admissions. J'ai encore fait un entretien là, il y a 2-3 jours avec une personne qui est autiste en fait, et qui souffre vraiment de ça, mais ses parents sont venus nous voir en mode ah ouais, on sait que vous avez un dispositif d'inclusivité assez poussé à l'ERG, et est-ce que ça vous dérangerait pas de rencontrer mon fils pour qu'on travaille ensemble ça. Donc on essaie de trouver un petit peu quelles sont les limites, à quel point on peut déformer cette notion d'école et à quel point on peut tester des choses, quoi. Donc ce rapport à l'expérimental, c'est clair que j'avais du mal à commencer ma phrase parce que c'est quelque chose, je réfléchis même plus du tout à ça, quoi. Et à chaque fois qu'on est à l'AS, la plupart du temps, moi je pars du principe que j'ai pas du tout envie de signer des pièces, mais plutôt tester des trucs, quoi, zoner en fait. Et là d'ailleurs c'est drôle d'avoir des pièces exposées ici parce que je croyais qu'il y en avoir zéro, quoi. À la mesure où je suis pas vraiment là pour ça, quoi. Plutôt là pour m'amuser, faire des choses. Mais donc ouais, ce rapport à l'expérimental, c'est assez marrant parce que nous on se désamorce très très rapidement, on dit ouais, on sait pas ce qu'on fait. Et c'est d'ailleurs mon binôme Alexander qui m'a très fort rassuré quand je suis arrivé il y a 5-6 ans à l'école, en me disant ça, quoi. Je fais ah merci, parce que quand il m'a demandé un projet pédagogique, c'est pareil, j'ai dit j'en ai pas.
J'ai eu la chance d'être pris, mais... Juste, en effet, moi, ce que j'ai eu cette impression que, voilà, tout ce qui est fait à la S, et qui est proche, je pense, de l'ERG, c'est ce travail vraiment d'expérimentation, et les artistes qui arrivent n'ont pas de projet déjà défini, c'est-à-dire qu'ils arrivent, et puis mettent un certain temps déjà à rencontrer les autres artistes, à voir comment ça fonctionne, et ensuite naît, ou pas d'ailleurs, ou plus tard, un projet qui va se développer au fur et à mesure. Et donc il y a vraiment un compagnonnage qui est fait. On les appelle les animateurs, mais ils sont en réalité ils sont tous artistes dans différents domaines, avec des compétences très différentes. Et il y a ce travail d'échange pour ensuite produire des choses, mais elles mettent un temps pour se faire, et au même titre, les artistes de la S se forment, développent aussi leur travail, ça prend du temps. Donc il y a une relation avec l'école, mais oui, c'est assez... on prend le temps. On prend vraiment le temps de faire. Et d'ailleurs, dans l'exposition, on ne présente pas tout le monde. Il y a beaucoup d'artistes et d'œuvres qu'on n'a pas présentées dans l'exposition. C'est vrai, et je pense, pour revenir aussi sur cette végitude, c'est vrai que oui, on est dans l'expérimentation. En fait, moi, j'ai appris avec eux aussi, parce que je veux dire, par principe, moi j'expérimente puis je réfléchis après. Je fonce, je teste et puis après je réfléchis. Et je crois qu'aussi en Belgique, on n'a pas cet héritage culturel français, on ne porte pas votre patrimoine. On est quand même beaucoup plus libéré, je pense, par rapport à ça. Et puis on est toujours perçu comme le petit frère, on est un peu les drôles par rapport. Donc on est assez détendu par rapport à tout ça, je crois. Et on a juste un peu hérité du surréalisme et de l'autodérision, ça fait partie de notre culture. Et du coup, je crois qu'on est quand même assez décomplexé en fait. Je crois que c'est un peu le terme. On est décomplexé, on essaye, puis on se prend pas la tête. C'est quelque chose qui traverse vraiment notre pratique. Et c'est vrai que, comme tu dis, les artistes de l'Est ne font pas de plan. Moi, j'ai jamais eu de plan de carrière, par exemple. J'ai démarré cet atelier, j'aurais jamais un quart de seconde d'imaginer d'être ici aujourd'hui et d'avoir une expo au Miam, et j'arrive pas à me dire dans 5 ans je serai là. Non, l'expérimentation, elle est vraiment au cœur du projet de tester. Je crois que la ligne de mire, c'est juste de comment faire pour que ces artistes ne soient plus invisibles et qu'ils aient la reconnaissance qu'ils méritent, et on en parle souvent aussi avec un sociologue qu'on connaît bien, avec Nikos, qui travaille aussi la question du droit. C'est le droit de ces artistes-là, ça, pour moi, c'est de plus en plus important. Il me dit, c'est un travail politique qu'on fait, voilà, et tout ça se mêle, et puis je crois que moi, j'ai pas du tout de formation intellectuelle, donc je peux parler que de l'expérience. Maintenant, j'ai découvert la praxis, et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de connaître mieux, parce que c'est la pratique qui va transformer, qui va émanciper. Je crois que c'est ça vraiment qu'on cherche. Alors la belgitude, elle nous traverse, mais je crois qu'on ne fait pas exprès. Elle est là partout, et c'est comme ça. Et que oui, il y a cette autodérision. Je vois Vincent Soiré qui est là, il connaît très bien ça aussi dans son travail artistique. On ne fait pas exprès, Vincent. Ça nous traverse, et je crois que ça peut être une force à un moment donné, je pense, de ne pas avoir tout ce patrimoine culturel sur les épaules. Tu voulais ajouter quelque chose ? Juste, à la Maison Rouge, on peut dire merci aux Belges, parce qu'ils sont beaucoup nourris. Je pense que oui, ils ont été très présents, justement.
au début, j'avais un peu peur en venant ici, parce qu'il y a dit Rosa, il me fait peur déjà. C'était surtout le fait de qu'est-ce qui se lie en fait dans ces deux choses, que sont l'exposition et les écrits bruts, parce que c'était une question aussi qui m'occupait. Et j'aurais bien aimé t'entendre par rapport à cette question de la relation, je dirais, un projet politique que serait la route à un moment donné aussi, quand toi, dans les années 70, tu es au travail, par rapport à cette question des écrits bruts, parce que ce soir, on va les entendre, on va entendre des paroles en fait, mais est-ce que pour toi, il y avait une évidence aussi du côté, je dirais, d'écouter cette parole-là, qui était quand même complètement négligée, claquemurée, etc., pendant des décennies et des décennies, et est-ce que tu formalisais quelque chose qui était vraiment de l'ordre d'une ouverture aussi forte et d'une parole à écouter pour quelque chose qui serait de l'ordre aussi de restituer quelque chose qui est de l'ordre du sujet, enfin, que ces gens ne soient pas regardés comme des fous, des barjots, des zinzins, etc., mais qui est vraiment l'idée ici d'entendre des paroles, quoi, d'entendre des gens, des sujets, c'est-à-dire des sujets politiques. Ce qui m'émouvait beaucoup dans cette production de ce qu'on a appelé par association écrit brut, c'est le fait qu'on avait affaire à des gens réputés fous qu'on écartait de la société, dont la folie était peut-être justement procédée du langage qui... notre langage est très combinatoire, il est très disciplinaire, l'apprentissage du langage, c'est Roland Barthes qui le disait d'une phrase très provocatrice à sa leçon au Collège de France, disait-il, il disait le langage est fasciste. Le langage est fasciste parce qu'il parle pour nous, il nous fait dire beaucoup de choses. Les mots sont piégés, un mot c'est déjà un préjugé. Et les victimes majeures de ces mots préjugés, de ces mots prescripteurs, disciplinaires, tiens-toi droit, etc., c'est le langage. Donc, ces victimes du langage se sont mis à inventer souvent des cryptographies, victimes qu'ils étaient de toutes les significations disciplinaires et répressives véhiculées par le langage. Par contre-violence, ils se sont emparés des mots pour inventer leurs propres idiomes. Il y a beaucoup de langues inventées. Et à force de cryptographier leur pensée, le graphisme, la cryptographie elle-même a pris énormément d'importance, de sorte que finalement le compte des écrits bruts, c'est d'avoir affaire à une cryptographie absolue qui n'a plus rien à cacher. C'est des langages complètement insensés, c'est-à-dire libérés, affranchis du sens, et qui n'ont plus de valeur que dans le graphisme, dans l'invention graphiste, dans la trace elle-même. Et cette trace, elle est politiquement importante, parce que aujourd'hui, c'est préfigurateur en même temps. On vit dans une instantanéité absolue de plus en plus avec les moyens de communication de masse, puis les réseaux sociaux, etc. On est branché directement, il y a dans un oubli immédiat de ce qu'il y a. C'est vrai musicalement aussi, n'est-ce pas, le rock, le boom boom, etc. C'est une musique de l'immédiateté où chaque temps évacue celui qui précédait. La mélodie a disparu au profit d'un réseau d'immédiateté absolue. Et il y a là peut-être une frustration, on est dépossédé de ce qui fait notre passé, notre identité. Et l'écriture, dans ce sens, c'est une contre-violence, contre cette instantanéité dominatrice. L'écriture, le fait de laisser une trace, ça a quelque chose de très contestataire. C'est une protestation qui se manifeste justement, je parlais des graphes. Le graphe, c'est l'invention d'une typographie au moment où l'informatique nous donne un choix de police absolument universel. J'entends police, on peut jouer sur le mot, justement. Ça a l'air de très optionnel et en même temps, c'est très disciplinaire. Eh bien, ces graphismes-là, ces inventions purement typographiques, que veulent dire les graphes? On ne sait jamais ce qui est écrit. C'est toujours des graphies inventées, il faudrait les décoder. Peut-être que c'est pas par des complicités, mais finalement, ce que les graphes nous disent, c'est
ce que nous avons à nous dire, ça ne vous concerne plus, c'est une altérité inventive, révolutionnaire, c'est ça qui est révolutionnaire, c'est pas un sens nouveau, une théorie nouvelle formulée dans les mêmes mots, c'est au contraire des graphies nouvelles qui disqualifient toutes les idéologies. Bref, Hervé le dit mieux que moi. Par rapport à ça, on pourrait peut-être aussi revenir sur les choix d'expo, qui sont les vôtres d'un point de vue beaucoup plus technique, je dirais, mais il y a des choses qui sont assez signifiantes dans la manière dont vous avez pensé, je ne sais pas, la question du cartel, la question des entraînements aussi qui se jouent. Si on voit l'expo sans vous, ce que j'ai fait ce matin, pour ne pas être pollué par le discours, policé, forcément, la forme d'assignation en fait, qui est reconduite très souvent quand même aujourd'hui. Donc à Darwood, il y a un discours quand même néo-primitiviste assez évident qui existe dans le milieu des collectionneurs et autres, où on dirait que c'est le dernier refuge de l'authenticité, plus c'est schizo, mieux ça se vend, etc. Enfin, il y a quand même cette dimension-là qui est très active aussi aujourd'hui. C'est ça. Ah ouais, mais c'est important, quoi. C'est vraiment un phénomène actuel. Et là, vous allez à l'encontre un petit peu de ça aussi, par ces choix aussi qui sont réalisés en termes de mise en exposition. Je vais en dire un mot ce que je veux dire, si tu veux, c'est que tu vois, tu te balades, il n'y a plus cette question de distinction qui va jouer. C'est un choix conscient. Oui. Vraiment, on a écarté totalement la fameuse biographie avec l'histoire qui pour elle part sur l'œuvre, la pathologie, des choses comme ça. Bon, ça aurait été d'ailleurs assez difficile parce que là on a des profils qui sont tellement aussi différents et personne ne rentre dans une case. Donc, et puis il y a beaucoup donc, de collaboration et donc oui, c'était l'idée vraiment de présenter des œuvres. Donc on met le nom de l'artiste ou des artistes. Une date de naissance, éventuellement de mort, pour se situer, et puis le pays aussi. Voilà. Parce qu'il y a les Belges, mais aussi un certain nombre de Français. Et puis voilà, la technique, et disons rester sur un modèle, voilà, une exposition, on va dire, d'art contemporain. Voilà, ça nous a su sauvé le faire aussi. C'est clair que les biographies, elles existent dans le catalogue, où là on a vraiment repris le parcours de chacun. Mais moi c'est vrai que je n'aime pas du tout quand on va voir une expo où le cartel commence par la problématique de l'artiste. Et ça, on ne voit ça que justement dans le domaine de l'art brut, ça ne se trouve pas du tout dans l'art contemporain, et Dieu sait, à mon avis, s'il doit y en avoir des problématiques aussi. Et je trouve que c'est biaiser le regard. Pour moi, je pense que c'est important de d'abord vraiment avoir une sensation par rapport à une œuvre, de recevoir une œuvre, et puis ensuite de découvrir qui a fait cette œuvre. Il n'est absolument pas question d'assimiler les artistes et de dire c'est tout. Non, on a des artistes qui ont cette particularité de présenter une déficience mentale. La particularité, je pense aussi importante, c'est qu'ils travaillent dans des ateliers, qui sont accompagnés justement de leurs animateurs, leurs chefs d'atelier, ils sont dans un contexte particulier. Donc on ne peut pas dire que ce sont des artistes contemporains comme les autres, ça ce serait un leurre aussi, c'est faux. Mais je pense qu'il faut le découvrir après, mais que d'abord, en tout cas, pardon, c'est ce qu'on voulait nous, c'est qu'on puisse avoir vraiment, découvrir une œuvre, recevoir cette œuvre, et puis ensuite faire la démarche de découvrir qui a fait cette œuvre. Et puis, effectivement, on n'avait pas faire d'un côté les bruts, d'un côté les non-bruts, enfin non, voilà. Mais je veux rajouter, c'était vraiment un statement il y a 22 ans, lors des premières expositions du MIA. Je crois que c'était la première, je pense que c'était une des premières fois où on exposait à même temps. C'était vraiment l'idée où les thématiques étaient traversées par différents groupes d'artistes. Donc
aussi bien morts, vivants, jeunes, vieux, et des territoires de l'Arboru, parfois d'autres territoires, et jamais, par exemple l'exposition de Bang Bang, où il y avait toute une série d'œuvres d'André Robillard, et les pistolets d'André, à côté, il y avait ceux de Philippe Perrin, ou ceux d'Armand, mais au même niveau, quoi. C'est parce que j'ai toujours voulu au Miam que vraiment ce mélange, alors aujourd'hui c'est un peu le truc, un peu emmerdant de dire le dialogue entre les œuvres, c'est pas ça, mais c'est pas cette histoire-là, mais c'était qu'il n'y ait pas justement de gap, de creusement entre le public et puis ce qu'il va voir. Tu vois, donc, c'est pas pour ne pas le diriger, aller vers là, où on va faire une salle avec de l'art brut, ou une salle avec de l'art contemporain, parce qu'il y a des œuvres, et je peux dire que ça tient, quoi, ça fonctionne très bien, et franchement, tu vois, je dis ce que tu as dit, je trouve qu'il y a des œuvres qui sont bien meilleures que beaucoup d'artistes contemporains qu'on voit dans cette exposition. Hein. Ça, je l'assure. Et je peux te dire que les œuvres d'André Robillard, à côté d'artistes comme Armand, tout ça, ça tenait extrêmement bien. Donc voilà, il y a on essaye de faire des barrières un peu mentales, quoi, ces barrières qu'on fait, parce qu'il y a une et justement, et c'est intéressant après d'étudier chacun, qui a une démarche très différente et tout ça. Mais justement, au miam, c'est le moment où ça se rencontre. Et après, il y a quelque chose qui se crée ou pas, il y a des choses qui se font ou pas. Mais c'était ce dont j'avais assez souffert, moi, plus jeune, parce que dans l'art contemporain, en France, où tu exposes dans cette galerie, où tu exposes dans un musée, mais si tu fais ça, tu ne peux pas faire d'illustration dans un magazine, ou pas faire autre chose. Enfin, tout est très sectorisé. Et moi, ça m'a tout le temps. C'est pour ça que c'est pas, comme le dit Anna François, c'est pas très bon pour la carrière de faire ça. Je ne conseille pas aux jeunes artistes, mais vous ne pouvez pas rester dans ces cases. Ce n'est pas possible de rester dans des cases. Et comme je l'ai fait tout le cours des 20 ans précédents, le même, quand on a eu cette chance d'ouvrir ce musée international des arts modestes à 7, on a vraiment tenu tous collectivement à ce que justement ces différences ne soient plus marquées, quoi. Parce que je pense que c'est des créateurs, et en plus pourquoi s'intéresse-t-on beaucoup à l'art brut depuis 10-15 ans? Bien sûr, parce que pourquoi ça commence aussi à avoir des prix sur les marchés, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes contemporains vivants et de renommée internationale qui s'y réfèrent. Voilà, c'est ça. Et tout à l'heure on parlera d'autres marges comme l'art commercial. Pourquoi ça, moi ça m'intéresse à partir du moment où je vois mes collègues artistes contemporains qui s'en servent, qui c'est une source, comme ça a pu être pour moi, peut-être pas nous formellement, mais en tout cas intellectuellement ça a été une source pour moi. Juste rajouter aussi le pourquoi, on en a discuté, mais je pense que c'était aussi l'expérience à Maison Rouge a été importante pour toi à ce niveau-là aussi. Moi, je pense, je ne veux pas justement qu'on parte d'abord d'une définition d'une pathologie parce que je pense qu'on va biaiser le regard directement sur ces œuvres-là. Et c'est vrai qu'à l'AS, on se bat depuis le début pour quitter une approche compassionnelle de ces artistes. Et je crois que si on commence à dire, voilà, il est trisomique, il est ceci, il est cela, le regardeur a vraiment son regard déjà biaisé par ça. Et ce qu'on voulait vraiment, c'est d'abord qu'on voit l'œuvre et qu'on la ressente. Et à ce niveau-là, moi je suis assez fan du travail de Jean-Hubert Martin. J'ai un peu été nourrie par ses expositions à lui et son approche. Voilà, du ressenti qu'on peut avoir pour une œuvre, sans avoir des a priori, ou même, comme il dit aussi, s'il faut avoir fait Bac plus 7 pour rentrer dans une expo, c'est qu'elle est ratée. Et c'est ça aussi, voilà, on est un peu parti dans, je pense, dans cette disposition-là, de dire, on veut qu'il y ait une sensation par rapport à la réception d'une œuvre avant de découvrir vraiment... C'est pour ça que l'exposition est au bien. Exactement. Oui, pour défendre quand même un peu et rebondir sur ce qu'Anne-Françoise dit au sujet de l'étiquetage pathologique. Le fait est, c'est vrai que primitivement, à la collection d'art brut, on a donné ces renseignements qui pouvaient peut-être être tendancieux et effectivement quasiment stigmatisés. C'est notre époque, puis peut-être notre éthique, notre déontologie, c'était de donner toutes les informations, de ne retenir aucune information, de donner toutes les informations qu'on a. Et moi, je défends peut-être rétroactivement cette idée par le fait que ça
pose aujourd'hui un problème nouveau, c'est-à-dire ces pathologies qu'il faut mettre maintenant entre guillemets, c'est le constat qu'effectivement non pas des déficiences, mais enfin une autre organisation du cerveau ou quelque chose comme ça, comme une malformation, entraîne effectivement une désocialisation, des difficultés d'apprentissage, une déficience sociale. Mais en même temps, on est en train de reconnaître de plus en plus que parfois cette malformation, cette organisation différente mentale donne accès à des choses... Enfin, la dyslexie, par exemple, auquel je m'intéresse beaucoup, pendant longtemps, ça a été considéré comme une difficulté d'apprentissage, etc. Et on est en train de reconnaître qu'il y a un talent dyslexique, que cette organisation spécifique libère des choses qui ne sont pas reconnues dans nos critères d'adaptation, mais qui sont reconnues en art, où on est beaucoup plus ouvert à cela. Donc cela pour justifier quand même ces étiquettes, parce qu'on peut dire que rétroactivement, peut-être ne pouvions-nous pas le deviner, mais rétroactivement, les choses prennent un autre sens. Et je dirais de même, c'est là qu'on voit l'histoire défiler. Parce que pour revenir aussi sur le rôle de l'animateur optimiste, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, etc., qu'on serait tenté d'opposer à l'art brut pur et dur, des grands refuseurs, etc., on est quand même obligé rétroactivement de réfléchir sur le fait que ces grands personnages de l'art brut, comme Aloïse Wölfli, il y a toujours derrière un médecin. C'est un couple. On a tort peut-être de les idolâtrer. C'est chaque fois, il y a Wölfli avec le docteur Steck, il y a Aloïse avec Jacqueline Poré-Forel, il y a le docteur Roquezinellis, enfin tous, c'est chaque fois quelque chose comme un échange. Et cette mixité, il faut qu'elle nous apprenne à désidolâtrer la création artistique. Elle est beaucoup plus le fait d'interférence entre différents acteurs. Et donc, vous voyez, rétroactivement, l'évolution même de l'art, le déplacement de la création artistique, finit par justifier ce que tu critiquais à moitié. Mais il n'est pas question de cacher. Je pense que c'est une question de... Là, c'est d'abord découvrir l'œuvre, et effectivement, tu as tout à fait raison, hein, la caractéristique de chaque personne va aussi conditionner son œuvre et permettre de mieux comprendre son œuvre aussi, d'avoir une série d'informations, mais c'est de ne pas démarrer par ça pour ne pas biaiser le regard. En fait, c'était juste ça le... D'ailleurs, à chaque projet, tu expliques, je sais pas, tel artiste a apporté, voir l'histoire du cinéma, il y a des découvertes, comment les œuvres aussi, qui sont présentées, ont été construites. Et à chaque fois, c'est des histoires d'échange. Et là, pour ce projet, c'est vrai qu'on est parti des œuvres, et c'est des œuvres qu'on a construit ce parcours. Donc, c'était... voilà, on n'a pas fait forcément... Tiens, on va présenter tel artiste, puis tel autre artiste, puis tel autre artiste. Là, ce sont les œuvres, les projets, comment ils se sont construits, et pour raconter toute l'histoire de la... Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'il faudrait mettre des cartons explicatifs à certaines expositions d'art contemporain. Moi, c'est ça dont j'ai besoin aujourd'hui. Parce que quand je suis devant l'exposition que vous avez vue sur Gabriel, c'est ça. Il n'y avait pas besoin de carton, rien, tu vois. Même l'exposition ici, il y a des choses que tu vois, tu n'as pas besoin d'explication. Et il y a une exposition aujourd'hui, dont j'ai vu une exposition de Ray, là, comment il s'appelle, Charles Ray. Là, vraiment, si tu ne sais pas que la voiture a été démontée et remontée, tu ne vois pas, tu ne comprends pas bien ce que la carcasse de voiture vient là, quoi, tu vois. Donc, Charles Ray, voilà, donc je pense qu'il faut mettre les explications. Avant, il en fallait pour les artistes un peu marginaux, un peu particuliers. Aujourd'hui, c'est pour les artistes mainstream qu'il en faut pour le grand public. On tacle la balance et c'est renversé. Toi, le docteur. Le docteur écarte les fesses, c'est l'organisme. C'est le grand masculin. Et peut-être on pourrait évoquer, Jean-Baptiste, aussi cette question en déplaçant quand même les choses. Il y a un truc qui est quand même aussi très présent dans l'expo, c'est la question de la culture populaire.
c'est quelque chose qui est vraiment, qui rayonne de partout, je dirais, dans toutes les œuvres, quoi. Il y a quand même cette présence, quoi, active, quoi, qui est là. Et toi, tu travailles sur ce concept quand même étrange d'art commercial qui vient d'Hervé. Mais tu me disais tout à l'heure que voilà, quoi, il y avait pour toi des formes de résonance aussi qui... Déjà, la première résonance, c'est que la notion d'art brut est créée par un artiste qui a besoin de mettre un mot sur des choses qu'il regarde et qu'il habite dans son travail. Et l'art modeste, c'est pareil, c'est un concept qui est créé par un artiste, par Hervé Lirosa. Et l'art commercial, il est vraiment inclus dans l'art modeste. Et ça, déjà, c'est une première chose qui est intéressante, c'est que finalement, l'art commercial, si on s'y intéresse, c'est parce qu'à un moment, des artistes le regardent. Et que si on veut faire de l'histoire de l'art, on ne peut pas uniquement faire la succession des générations des artistes, mais on doit faire en fait l'histoire de qu'est-ce que les artistes regardent. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en tant qu'enseignant aussi d'école d'art, je me rends compte que ce qui habite mes étudiants, c'est autant le manga que l'histoire de l'art du XXe siècle, c'est autant les jeux vidéo si ce n'est plus, que l'histoire de l'art de la Renaissance. Et à un moment, il faut s'intéresser à ces arts et en faire l'histoire, surtout à faire l'histoire de leur impact. Comprendre comment est-ce qu'à un moment, un phénomène culturel, populaire, a eu un impact dans la société pour comprendre finalement quel est l'art, le grand art de cette société à ce moment donné. Et du coup, s'intéresser à l'art commercial, c'est un peu s'intéresser à ce qu'est le XXe siècle de la société de consommation finalement. Et de comprendre que si on veut comprendre quel est l'art d'aujourd'hui, quel est l'art même depuis 30 ou 40 ans, il faut s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a dans les supermarchés, qu'est-ce qu'il y a à la télévision, qu'est-ce qu'il y a sur Internet. Et une fois qu'on aura fait cette histoire-là, on pourra vraiment comprendre l'art et du coup comprendre qu'est-ce qu'a été une époque donnée, je pense. Cette question, en fait, c'est juste, ça me renvoie aussi à ce truc d'avoir une perspective marginale sur l'art, en fait, parce qu'en fait, c'est aussi renvoyer, si ça renvoie à cette affaire de l'art brut, si l'art brut était une perspective marginale sur l'art, en fait, c'est aussi peut-être la possibilité de penser par un écart, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est une forme qui est marquée par le mépris. Donc, alors que là, je dirais, la messe est dite, quoi, du point de vue de l'art brut, en quelque sorte. Je sais pas, Michel, ce que tu en penses. Si je te respecte dans l'art commercial, je dirais que c'est une voie, justement, de désidolâtrisation de l'art. À savoir, l'art est tellement intimidant que ça éconduit beaucoup de potentialités qui pourraient se faire. Ça me rappelle ce que racontait Brigitte Bardot dans Le Mépris. Une petite anecdote, c'est celle de l'Anne Martin. Vous en souvenez peut-être, il y a un homme excellent, tellement excellent qu'une fée lui apparaît et lui dit « Quel cadeau puis-je te faire que tu désires ?» Et puis l'homme dit « J'aimerais un tapis volant. Bon, je peux aller où je veux. » Et la fée lui donne le tapis volant, mais lui dit il y a quand même une restriction, il faut que quand tu t'envoles, tu ne penses pas à l'Anne Martin, parce que si tu penses à l'Anne Martin, il ne s'envolera pas. Puis il dit j'en ai plus volé, parce que chaque fois qu'il veut s'envoler, ça lui bloque une fois. L'art, c'est un petit peu comme l'Anne Martin, c'est-à-dire si les gens, on les met en demeure de faire de l'art, ils seront complètement paniqués. Tandis que si ils sont spirites, c'est-à-dire ils communiquent avec des dauphins, ils sont artistes par la voie marginale, ils sont d'autant plus libérés qu'ils n'ont pas à penser art. Et dans l'art commercial, très souvent, le fait, l'injonction de faire de la publicité, etc., fait qu'on oublie le voir et que justement il vient parce qu'il ne peut venir qu'obliquement, tellement l'art a été fétichisé. Donc là, on a un bon exemple de contrepartie de ce que notre pratique néo-religieuse de l'art peut être décourageante. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il faudrait... Quand on fait l'histoire de l'art, on fait l'histoire des artistes et des objets, et en fait, c'est l'histoire des regards qu'il faudrait qu'on fasse. Et là, du coup, les choses seraient en permanence réévaluées, et peut-être déterritorialisées aussi un petit peu plus. Et l'art commercial, en fait, peut-être pour le dire, c'est en fait autant l'art qui était vendu dans les supermarchés, qui était collectionné par les classes populaires, c'est aussi des peintres qui, à un moment, sont passés de mode et du coup, pour continuer à exister, tombent dans un marché qui est beaucoup plus commercial qu'institutionnel. C'est une certaine manière de présenter un travail, comme au Japon, par exemple, l'art est présenté au 6e étage des supermarchés. Et du coup, c'est... en fait, c'est aussi comprendre que l'histoire de l'art, ça a toujours été aussi une histoire du regard des élites.
Et que s'intéresser à l'art commercial, c'est s'intéresser à un regard qui est peut-être aussi celui des classes populaires, et que peut-être que l'art n'est pas le même pour tout le monde, alors que ce qui est important, c'est de comprendre les imaginaires. Voilà. Et s'intéresser à l'art commercial, c'est démonter un peu cette histoire et essayer de rééquilibrer les choses. Mais je pense que l'art brut, en fait, c'est un peu la même chose aussi. Au début, je pense que Michel avait dit dans ses livres, au début, à la fin du 19e siècle, dans les hôpitaux psychiatriques, c'était aussi beaucoup des individus issus des classes populaires qui s'y retrouvaient. Et l'art brut, c'est aussi un art qui est fait par des gens issus des classes populaires. Et c'est pas anodin, en fait. Je ne sais pas si je me trompe, Michel, quand je dis ça, mais je pense que quand Dubuffet disait justement indemne de culture, lui, il parlait de cette culture d'élite. Il parlait de culture artistique. Il évolue toujours. Et finalement, oui, les artistes, et à la S, c'est vrai, comme tu dis, il y a une culture, ils ont leur culture à eux. Et je ne sais pas à qui je disais tout à l'heure, nous, le jour où Johnny Hallyday est mort, c'était terrible. Vraiment, c'était la référence culturelle. Belge. Oui, bon, non, on ne le vend pas comme belge, celui-là. Mais voilà, c'est pour eux, leur culture à eux. Ben voilà, Irène Gérard, tout à l'heure, est allée m'acheter cette breloque. C'est pour elle vraiment le plus bel objet qu'elle a pu me trouver à Sète, quoi. Ils ont vraiment cette forme de culture populaire, mais parce qu'ils sont eux-mêmes issus, la majorité. Enfin, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, ce rapport avec l'élite et le populaire, quoi, les références culturelles. Je ne sais pas si je me trompe quand je disais ça, que quand Dubuffet parlait d'indemne de culture, c'était par rapport à sa référence à lui de la culture élitiste, académique ou institutionnalisée. Oui, il en parlait d'une manière très, comment dire, dogmatique au départ, parce qu'il était important de situer les choses. Mais après, bien entendu, il a admis que de la culture, on en a forcément. Le fait de se laver le matin, de marcher debout, c'est déjà culturel. Mais ça ne signifie pas un nuancement ou une édulcoration de ce qu'il disait au départ. Ça signifie que le rapport à la culture n'obéit pas au modèle, au code, au mode d'emploi élitaire de ceux qui font la culture et qui la dirigent. C'est un mésusage de la culture. Donc peut-être qu'ils sont très riches de données héritées, mais qui n'en usent pas selon les modes d'emploi prescrits. Et c'est davantage cela qui les caractérise. Et souvent, c'est un mésusage qui peut paraître, caduque. On leur reproche souvent leur côté primitif ou leur côté archaïque, mais on peut dire que c'est un archaïsme contestataire, que quand tout le courant va dans un sens, le fait de s'immobiliser, c'est ça la contestation, hein, dans un courant généralisé, tenir le coup et se référer à des modèles plus anciens. Souvent les artistes, j'ai constaté, sont fils de la grand-mère, leur culture ne vient pas des parents qui sont toujours d'une avant-garde conformiste, mais vient des grands-parents. Les grands-parents servent de référence contre les parents. Et c'est un peu la même chose en art, hein. C'est très souvent en se référant à des modèles antérieurs qu'on réussira le mieux à se défaire du conformisme d'actualité. Donc c'est ça le rapport très problématique. Un culte, tu as raison de dire que c'est trop simpliste de dire un culte dénué de culture. Encore une fois, c'est un rapport à la culture qui est inventif et qui est non conformiste, mais un rapport quand même d'autant plus riche. Alors, en fait, je n'ai pas contextualisé complètement le projet. Donc, l'AS Grand Atelier est attenante à une institution de prise en charge de personnes handicapées mentales adultes. Donc, il y a l'équivalent d'un CAT, on dit ESAT, c'est ça maintenant, on a ça. On a donc des foyers d'hébergement, on a un centre de jour, des appartements supervisés, des maisons communautaires. Il y a vraiment tout un dispositif d'accueil. Et nous, en fait, on est un service émergent du centre de jour, si vous voulez. Donc, nous, on accueille des personnes en journée qui sont inscrites dans cette institution et qui viennent chez nous à une fréquence qu'ils choisissent.
Et ils peuvent choisir, donc on a des ateliers d'art plastique dans toutes les disciplines quasiment, et un atelier de musique. Au niveau des arts de la scène, on a surtout développé vraiment la musique, et c'est eux qui choisissent dans quels ateliers ils veulent aller, et on travaille de manière très transversale. D'ailleurs, ils peuvent vraiment passer d'un atelier à l'autre comme ils le souhaitent. Donc voilà, c'est quand même en lien avec cette institution. Et donc vous avez des arts thérapeutes ou comment? Alors non, on ne fait pas du tout d'art-thérapie. D'ailleurs, c'est un process qui n'est pas répandu du tout en Belgique. Et on ne fait pas de thérapie parce qu'on travaille avec des personnes qui ont une déficience et qui n'ont pas une maladie mentale. Donc on n'est pas là pour soigner, on est là pour accompagner des personnes qui ont une fragilité au niveau due à leur déficience mentale. Donc on est plutôt vraiment dans un accompagnement artistique et pas thérapeutique. On n'est pas thérapeute au plan en fait aussi. Oui. Plutôt. Moi je voulais poser une question, c'était par rapport on parlait des cartels de biographie. Et je me demandais si au début c'était pas aussi une façon de désinstitutionnaliser l'art et les objets d'art, en fait, de dire que ben voilà, telle personne, elle est marginale, elle ne sort pas de telle institution prestigieuse, des beaux-arts, je ne sais pas. Est-ce que c'était pas une volonté justement d'affirmer que tel artiste n'était pas issu des grands cursus classiques ou institutionnels? Au début, en tout cas, peut-être aujourd'hui, évidemment, on est dans d'autres contextes, mais je me suis posé cette question-là. J'ai l'impression que le curseur était vraiment mis sur la personnalité, alors que là, on essaye de mettre le curseur plutôt sur la production artistique. Et moi, ça m'a toujours gêné en tout cas, et de faire le focus sur leur handicap. Et évidemment, on ne le cache pas parce que ce serait pas honnête. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de montrer vraiment des productions artistiques qu'on estime de qualité. C'est pour ça qu'on a une exigence vraiment. Alors, on accueille toute personne qui veut venir produire des œuvres, qui veut participer à l'atelier. Par contre, ce qui sort de l'atelier est vraiment sélectionné avec soin. Parce que pour moi, c'est la meilleure manière de les respecter. Je veux vraiment sortir aussi de cette idée de charité, de compassion par rapport au handicap mental, parce qu'ils n'en ont absolument pas besoin. Ils ont juste besoin d'être reconnus pour ce qu'ils sont, avec les particularités qu'ils ont. Et nous, on travaille au niveau artistique, et au niveau artistique, je veux dire, on a les mêmes exigences que pour n'importe quel artiste, et c'est pour ça qu'on s'associe avec des commissaires d'exposition, avec des artistes, avec des gens du milieu, parce que c'est pour moi la meilleure façon de les respecter. Ce qui m'insupporte le plus, c'est les expositions de fin d'année où on a une œuvre de chacun pour faire plaisir, et en général aussi faire plaisir aux parents, parce que là, on les renvoie dans leur statut de personnes handicapées mentales, et c'est pas du tout ça qu'on veut, quoi. Mais ça, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais c'est vrai que par exemple, quand j'avais visité le Centre d'art brut à Lausanne, en fait, j'aimais beaucoup aussi lire les récits de les portraits, en fait, et j'avais la sensation que ça ouvrait encore plus les imaginaires, parce que, comment dire, il y avait une forme de contextualisation, et presque ce serait vachement intéressant que ça se soit aussi fait dans des œuvres au-delà de l'art brut. Je vais juste répondre. En fait, ce qu'on a fait ici dans l'expo, c'est que tout ce que vous dites, on l'a mis dans le catalogue. Et dans les fichiers de salle aussi. Voilà, on a... Oui, tout le monde. Et on raconte effectivement toutes les infos qui nous semblent intéressantes pour comprendre. Et comme dit Noélie, pas que ceux de la S, quoi, les invités aussi. Mais et le catalogue, pour ça, je pense qu'il est je prêche pas pour ma chapelle, on peut acheter le catalogue, mais dans le catalogue, on a essayé vraiment de mettre toutes ces infos, de raconter toutes ces histoires et de connaître vraiment tous ces artistes-là. Mais voilà, on ne voulait pas démarrer l'expo par ça, en fait. Il y a quand même un catalogue qui est remis au début de l'expo. Oui, il y a les fichiers de salle, oui. Avec les monographies, en fait. Oui, tout à fait. Les fichiers de avec salle. vraiment... Et qu'on lit. Oui, mais là où il y a des informations assez réduites, mais ce dont vous parlez, là, c'est beaucoup plus détaillé et dans le catalogue. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires de vie, vraiment, de toute cette vie à la S. Ouais.
Oui, non, moi je voulais juste répondre pour ce qui concerne les cartels au musée d'art brut, où effectivement on donnait toutes les informations sans en retenir aucune, mais quant à affirmer quelque chose, la seule affirmation forte que nous avons voulu faire, c'est que nous n'avions aucune affirmation à donner, n'est-ce pas? C'était de inviter chaque visiteur à inventer son accueil dont on ne pouvait pas préjuger, hein. C'était encore une problématicité totalement ouverte, donc c'était une aventure qui devait mettre l'accent sur la réception de l'œuvre, parce que c'est incroyable dans tout ce qu'on parle, à quel point c'est le regard qui est aussi important que la création elle-même, le regard qu'on jette sur elle, et qui est imprévisible, qui est inventif. Et ça, il faut le donner à cette relation, à cette réciprocité, toutes les chances possibles de se développer. C'est la raison pour laquelle nous donnions toutes les informations sans en retenir aucune, et surtout sans émettre aucun message. C'est même la raison pour laquelle on n'a pas de musée en noir. C'est encore une fois pour éviter toute connotation, toute tendance de donner quelques significations, que c'était un silence qui devait activer cette confrontation, qui pouvait être angoissante d'ailleurs. L'angoisse ne venait pas tellement du noir, de la caverne, etc. On nous a accusés de faire quelque chose d'un peu dramatique, d'un peu théâtral avec le noir. Non, je crois qu'en vérité, on s'en prenait à nous d'une angoisse que les gens ressentaient d'être confrontés à l'œuvre même, sans avoir là aussi de mode d'emploi.